Ceci dit, nous allons passer à présent au troisième panel qui est consacré à des ressources, des services pour accompagner les investissements. Pour l'animer, j'appelle Édouard Sarr. Édouard Sarr. Distingués invités, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue au forum de Vox Eco. Alors, nous avons eu un après-midi riche en échanges. Donc, sur les deux panels précédents, nous avons pu échanger sur les investissements, comment créer rapidement des entreprises au Congo, ou bien les différents challenges, difficultés, ou bien axes d'amélioration sur les investissements. Je voudrais juste, par rapport aux contributions et questions qui ont été posées, juste rappeler que l'investissement dans une économie participe au développement. Puisque aujourd'hui, lorsque un investisseur, que ça un investisseur étranger ou bien local, lorsqu'il vient investir, il crée des emplois. Lorsqu'il crée des emplois, nous avons le chômage qui baisse, nous avons la consommation des ménages qui augmente, et du coup, nous avons une économie qui est en train de croître, ou bien, si vous voulez, le revenu national par habitant qui croît. Donc, l'investissement est à saluer. Et je voulais, pour vous présenter sur ce panel, juste faire une circonscription on va dire, du contexte mondial. Aujourd'hui, si nous prenons les 10 dernières années, nous avons été, l'environnement, en tout cas macroéconomique, a été marqué souvent par des crises financières, ce qui fait que si nous prenons la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, nous assistons à des investissements qui sont de plus en plus frileuses. Donc face à cette frilosité des investissements sur un contexte mondial, il est important que sur le contexte local au Congo, que nous puissions avoir des leviers pour faire venir les investissements, pour booster la croissance, mais pour booster également l'économie. Donc, ce qui nous amène au troisième et dernier panel, donc à savoir quelles sont les ressources et les services pour accompagner les investissements. Je voudrais appeler sur ce plateau M. Sylvestre Didier Movezela, qui est le président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Pointe-Noire. Je voudrais également appeler M. Ludovic Ngatse, qui est le directeur général et associé du cabinet Ernst & Young, EY. Je voudrais également appeler sur ce plateau M. Luc Makosso, qui est associé gérant de Ariès Investissement. Alors, nous avons cité certaines structures. La Chambre de commerce, je vais d'abord poser la question à M. Didier, Sylvestre Didier. Qu'est-ce que la Chambre de commerce et quel est son rôle pour accompagner les investisseurs? Merci beaucoup. La Chambre de commerce est un organisme en fait qui sert d'interface entre les pouvoirs publics et le secteur privé. Et son rôle est fixé par le décret qui crée les chambres. On a principalement pour premier rôle de mettre à disposition de l'information, ensuite de former aussi bien les chefs d'entreprise que leurs salariés et faire la promotion des activités économiques et surtout faire du lobbying, du plaidoyer auprès de pouvoirs publics pour travailler à l'amélioration du climat des affaires. Donc toute notre action en fait se base à travers ces missions qui nous sont assignées. Justement, donc, en parlant de ces missions et puis également justement de ce lobbying, généralement on assiste ou bien
on voit des communications par le biais des médias ou bien des affichages, des formations souvent qui sont organisées au niveau de la chambre de commerce. Est-ce qu'on peut dire que c'est pour accompagner les investissements ou bien pour faire développer ou mieux connaître certaines activités ou certains secteurs d'activité? Vous savez, on est en train de parler d'investissement direct étranger. Un investisseur direct étranger ne viendra ici que s'il peut trouver localement une sous-traitance pour pouvoir prendre en charge un certain nombre de prestations qu'ils externalisent. Et notre rôle à nous, c'est de préparer ces prestataires-là. Et nous avons un certain nombre de formations que nous mettons en place. Et ces formations, généralement, sont issues d'une mission d'écoute, parce qu'en tant que chambre, nous écoutons les grands donneurs d'ordre, nous écoutons les banquiers, nous écoutons les entreprises, et nous nous sommes rendus compte que lorsque nous écoutons les grands donneurs d'ordre, ils disent qu'ils ont du mal à travailler avec les PME congolaises. Et de même, les banquiers disent qu'on ne peut pas financer les PME congolaises parce qu'il manque un certain nombre de prérequis. Mais quand vous écoutez les PME congolaises, ils vous disent, nous, on ne peut pas accéder au marché des grands donneurs d'ordre. On ne peut pas accéder au crédit. Et donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis en place un programme de formation que nous avons dénommé le parcours de l'entrepreneur. C'est une formation qui dure 6 mois, où l'entrepreneur, pendant 6 mois, est accompagné, et cette formation est délivrée par des experts issus du monde de l'entreprise, pas par des consultants, et les thèmes sont calés à la vie de l'entreprise. Je prends un des thèmes que nous avons dans ce parcours, comment gérer les relations entre la PME et les grands donneurs d'ordre. Donc, c'est des choses concrètes. Mais nous ne travaillons pas uniquement pour les PME bien structurés. Nous travaillons aussi pour le primo-entrepreneur. Et là, nous avons une formation, effectivement, que nous déployons chaque dernière semaine du mois. C'est une formation pour les primo-entrepreneurs où on apprend les bases de gestion, le calcul des prix de revient, disons les règles élémentaires pour devenir entrepreneur. Merci beaucoup. Ce qui m'amène à la troisième question, à savoir, hormis les entrepreneurs, est-ce qu'on peut espérer avoir des formations, par exemple, pour les étudiants? Quand je parle d'étudiants, c'est aussi bien ceux qui sont à l'université Marien Ngouabi que ceux qui sont dans les écoles de commerce, parce que généralement, les élèves ou bien les étudiants, lorsqu'ils ont le diplôme en poche, la majorité, ils aspirent à aller travailler soit dans l'administration ou bien aller travailler dans le privé. Mais est-ce qu'on peut espérer avoir des formations pour préparer les élèves et les étudiants à être leur propre entrepreneur? C'est-à-dire qu'il a le diplôme, au lieu d'aller chercher le travail, qu'il cherche par exemple une niche et devenir lui-même entrepreneur. Disons que nous avons plutôt des programmes pour les étudiants. Il y a 2 ans, on a lancé un programme sur des PME à valeur ajoutée. Le but du programme, c'était quoi? Nous avions identifié des filières porteuses et nous avons sélectionné des primo-entrepreneurs ou des entrepreneurs que nous avons formés et accompagnés à monter leur business plan. Et derrière, nous les avons aidés à lever des financements parce que nous avons, au niveau de Pointe-Noire, créé un fonds de garantie. À l'origine, c'était un fonds d'investissement qu'on a transformé en fonds de garantie pour pouvoir développer les entreprises. Et donc, pour les jeunes étudiants, dans ce cadre-là, nous avons effectivement des outils qui permettent de les accompagner. D'accord, merci beaucoup. Et puis la 4e et dernière question, le reste certainement sera posé par le public à la fin. Par rapport à vos attentes, quelles sont vos attentes
Je sais que sur le premier panel, Madame la directrice de l'API a parlé de 749 milliards, si ma mémoire est bonne, 749 milliards d'investissements pour diversifier l'économie. Quelles sont vos attentes pour pouvoir mieux accompagner la population congolaise, les entrepreneurs, les étudiants, les élèves, en résumé, la population, à mieux connaître le secteur de l'entrepreneuriat, mais également à mieux se structurer? Bon, disons que nous, on n'a qu'une seule attente. Il faut créer les conditions pour que l'entreprise puisse se développer au Congo. Vous savez, depuis un moment, on parle de diversification. Mais pour moi, l'économie est déterminée par la géographie. Si vous voyez la géographie de notre pays, on a des terres arables, on a des curiosités touristiques, on a la mer, on a des forêts. Donc, dans tous ces secteurs-là, on devrait avoir des entreprises. Mais il faut se poser des questions. Pourquoi, après toutes ces années d'indépendance, on n'a toujours pas d'entreprise dans ce domaine? C'est qu'on n'a pas créé les conditions pour développer les entreprises. Je vais prendre un exemple. On a parlé de la création des entreprises en 48 heures. Mais il y a malheureusement dans notre réglementation quelques éléments qui rendent difficile la création, notamment pour les entreprises spécialisées. Je prends le cas du bâtiment. Pour créer une entreprise de bâtiment, on vous exige un agrément du bâtiment. Pour avoir l'agrément du bâtiment, on vous exige le registre du commerce. Donc vous voyez que c'est le serpent qui se mord la queue. Donc il y a plusieurs incongruités comme ça qui ne peuvent être résolues que par un dialogue public-privé, parce que ceux qui entreprennent peuvent mettre à la disposition des pouvoirs publics quels sont les freins pour développer l'économie. Je prends encore dans le secteur industriel. Vous savez que pour avoir l'agrément complet au niveau du secteur industriel, il faut dépenser minimum 15 millions entre les agréments qu'il faut payer au ministère de l'Industrie et les études d'impact qu'il faut faire. Mais parfois, on arrive à des absurdités où quelqu'un qui a investi 10 millions et doit payer 15 millions pour avoir l'agrément. Je vous remercie, M. Sylvestre Didier Movenzela. Je passe à M. Ludovic Ngatse pour que vous puissiez nous présenter ce que fait votre cabinet EY pour accompagner les entreprises à l'investissement. C'est quoi d'abord EY? Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, nous sommes un cabinet de conseil juridique, fiscal, comptable et de conseil en gestion. Nous ne sommes pas les seuls sur le marché, bien entendu. Donc, on appartient à un écosystème de cabinets qui font en quelque sorte le service après-vente de Madame la directrice de la promotion des investissements. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez attiré les gens au Congo, ils veulent exercer leur activité, mais ces personnes ont besoin d'être accompagnées pour comprendre, ne fût-ce que la législation congolaise en matière de droit des affaires ou juridique et fiscale, ou même les obligations comptables simples de commerçants qui vont devenir. Voilà. Donc nous travaillons dans tout ce panel-là, à savoir, au moment de la création, on va vous aider à identifier toutes les contraintes que vous devez respecter en tant qu'opérateur économique pour s'installer au Congo, pour créer une société, pour la développer. Lorsque vous travaillez au Congo, quelles sont les obligations juridiques, fiscales, comptables que vous devez respecter pour que vous respectez la réglementation congolaise, enfin pour que vous soyez en accord avec la réglementation congolaise. Par ailleurs aussi, nous faisons toutes sortes de conseils en management pour aider les entreprises à optimiser leur processus opérationnel. Voilà. On n'est pas le seul cabinet, je dis, donc je ne fais pas de la publicité pour EY principalement, je parle de la profession de manière générale. Aussi, à la fin de vos activités, la loi congolaise vous dit que vous devez solder les comptes avec le Congo, c'est-à-dire liquider vos sociétés en bonne et due forme, en vous acquittant de toutes vos obligations vis-à-vis du Congo, de vos salariés, de vos partenaires économiques, voilà. Et nous aussi, on intervient sur cette partie-là pour vous aider à identifier toutes les obligations que vous avez et à vous aider à les respecter de manière à sortir du Congo en bon citoyen, voilà, économique.
D'accord. D'une manière générale, lorsqu'on parle du cabinet comptable ou bien du cabinet d'audit ou bien du cabinet, en tout cas des commissaires aux comptes, d'une manière générale, la première idée, c'est celui qui vient pour réprimander ou bien pour voilà, dévoiler ce qui étaient les pratiques qui sont peu orthodoxes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez ce ressenti ou bien est-ce qu'on peut dire que les investisseurs font de plus en plus confiance au cabinet conseil? Bon, vous savez que quand on vient investir dans un pays, là je parle de... Par exemple, j'ai vu le directeur de Canal+, hein, on n'a pas toutes les compétences pour comprendre l'environnement économique, juridique et fiscal du pays. Donc on s'entoure des conseils, que ce soit les cabinets comptables, les avocats, les notaires, les conseils financiers, ainsi de suite, pour optimiser en fait ces décisions. Parce que de toutes les façons, la loi existe, donc soit vous l'ignorez, vous la rencontrerez, soit vous la respectez et vous continuerez à exercer sans difficulté. Et c'est pour ça qu'on est forcément consulté lorsque y a création d'entreprise. Et d'ailleurs, je voulais juste rappeler en passant que le cadre général d'exercice des activités au Congo a connu des évolutions majeures ces 20-30 dernières années, avec notamment l'adhésion du Congo à l'OADA, avec les règles de la CEMA qui se sont modernisées, avec comment on dit, la baisse du coût fiscal pour les entreprises, même si c'est vrai que sur les 3 dernières années, on constate plutôt le chemin inverse, ce qui est plus ou moins normal parce que le pays est en crise, donc il faut qu'on trouve des recettes, même si en passant je dis qu'on peut réfléchir à voir qui doit payer et qui doit continuer à payer quoi, parce qu'on est quand même une économie où il y a 2 grands secteurs, il y a l'informel qui est quasiment au paradis fiscal et le secteur l'informel au paradis fiscal et le secteur formel qui court sous des impôts qui de plus en plus sont insupportables. Voilà. Donc dans ce maquis juridique et fiscal d'exercice des activités, on a forcément besoin de conseils. Et donc nous accompagnons les gens à rentrer dans cet environnement difficile pour continuer à survivre et à mener des activités au Congo. Sur la fiscalité, je rappelle qu'on n'est pas les seuls pays où la fiscalité est élevée. Vous verrez les gilets jaunes, ainsi de suite. C'est partie de la fiscalité qui a énormément, je vais dire, envahi la sphère familiale en prélevant tellement d'impôts, ce qui n'est pas forcément le cas au Congo. Parce qu'au Congo, la fiscalité des personnes, en général, elle est assez faible. C'est plutôt sur les entreprises que cela est basé. Et je pense que ça a un coût malheureusement à la fin parce que plus on paie des impôts, moins on va embaucher parce qu'on n'aura plus de ressources pour réinvestir et pour développer ses activités. Donc justement en parlant de fiscalité, bon, le cabinet conseil d'une manière générale a une position, je dirais, équidistante puisque le cabinet généralement conseille au niveau du privé mais également conseille quelquefois au niveau des administrations fiscales. Aujourd'hui, lorsqu'on prend la loi de finances de 2019 avec une, je dirais, entre guillemets, une certaine agression fiscale pour le privé, est-ce qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'on appelle les Big Four, les grands cabinets, par exemple, soient au devant pour essayer de conseiller justement l'administration fiscale parce que lorsque la fiscalité augmente, on peut s'attendre également à ce que l'investissement soit frileux. Effectivement, quand on voit la loi de finances 2019, malheureusement, il y a eu beaucoup de mesures, comme l'a souligné d'ailleurs le DG de Canal+, Congo, il y a eu beaucoup de mesures qui sont passées, mais qui malheureusement ne vont pas dans le bon sens. Le contexte est particulier parce que le pays est en train de négocier un programme avec le Fonds monétaire international. Donc, il y a des contraintes qui sont posées. Le tissu économique s'étant malheureusement effrité sur les 5 dernières années, il faut malheureusement trouver quand même des recettes pour que le programme soit soutenable. Donc on demande des efforts des entreprises et des particuliers. Vous verrez que ça ne concerne pas que les entreprises, même les particuliers. On a institué la taxe foncière pour les particuliers. On vous demande aujourd'hui d'immatriculer toutes vos propriétés de manière à aider demain à asseoir la fiscalité, je vais dire, locale aussi, parce qu'on se plaint que nos mairies, nos départements n'ont pas de ressources, ne font rien, mais il faut payer. Pour payer, il faut que l'État sache qui peut payer quoi
on paye déjà les impôts sur les revenus qui sont des impôts simples, hein, IRPP et autres, mais il y a tout l'impôt sur le patrimoine qui au Congo est malheureusement inexistant. C'est-à-dire que vous pouvez avoir autant de propriétés que vous voulez, on ne vous demandera jamais de compte voilà, de manière objective. C'est-à-dire que c'est ça en fait qu'on est en train de faire. Il y a toute une refonte de l'environnement fiscal et juridique qui devra permettre à moyen terme, je dirais à court terme, hein, d'étendre l'assiette fiscale, c'est-à-dire qu'en fait, de ne pas reposer la fiscalité uniquement sur les entreprises, enfin les entreprises du secteur formel, mais que les commerçants qui sont sur le marché de Poto-Poto ou au grand marché à Pointe-Noire à Tietier ou je ne sais pas à Ouesso, qui paient leurs impôts comme le font les commerçants qui sont situés, je ne sais pas, sur le marché de Marseille. C'est vrai que vous allez dire, on ne peut pas comparer les deux parce que là-bas, tout est en ordre, mais rien n'est en ordre nulle part. Hein. Vous demanderez les gens qui sont sur la plage du Grand Port, ils vous diront qu'ils croulent sous les impôts et que rien ne marche. Machin. Voilà. Donc, il faut mettre en place cette justice fiscale pour que on trouve du travail à nos enfants. Parce que de toutes les façons, si les entreprises passent leur temps à payer que des impôts, hein, elles ne vont pas embaucher. Voilà. Et on attirera moins d'investisseurs parce que les investissements directs étrangers, je veux dire, quand quelqu'un veut investir, s'il est en France, il va voir le panel des pays dans lesquels il peut travailler. Et l'un des premiers choix à faire, c'est quel est le coût que je supporte. Donc, on est obligé d'en tenir compte, et je dis qu'on a fait des efforts sur les dernières années. On est passé d'un IS à 45% à 30% aujourd'hui, ce qui n'est pas rien. Et dans les projets, il était prévu que cet IS soit baissé à 25%. Voilà. On espère qu'on aura un taux d'IS à 25%. Je le pense, parce qu'il y a un projet qui est en cours hein, de refonte du Code général des impôts qui permettra en fait de nettoyer un peu toutes les faiblesses qui ont été introduites ces dernières années, ces 30 dernières années, avec des réformes parcellaires, sans forcément une logique de fond, parce qu'en fait, on appelle ça Code général des impôts, mais ce code n'est pas si unifié que ça. Donc, il y a tout un grand travail à faire pour réfléchir sur la fiscalité, l'environnement économique et adapter cette fiscalité à la donne actuelle de l'économie congolaise, qui est celle d'une économie qui veut se diversifier et donc qui se doit d'être attractive par rapport au mouvement, au flux d'investissement direct étranger. Je vous remercie, M. Ngatse. Je vais me retourner vers M. Loïc Makosso. M. Makosso, si vous pouvez nous présenter votre compagnie, Aries Investissement. Bonjour à tous, et tout d'abord je tiens à remercier les organisateurs qui ont pris l'initiative de nous réunir ici. Alors, Aries Investissement est une société de conseil financier à vocation de banque d'affaires créée en 2011. Concrètement, nous accompagnons nos clients dans la structuration et le financement de leurs investissements, mais également toutes les opérations dites stratégiques, par exemple fusion-acquisition ou augmentation de capital. Nous couvrons aujourd'hui les 6 pays de la CEMAC et nous avons effectivement conseillé des opérations au Congo, Gabon, Cameroun et même RDC. Merci. Donc, si je comprends bien, vous assistez les entrepreneurs, par exemple, sur l'une de vos missions, à faire des levées de fonds. Donc, la question basique sera, je suis entrepreneur, j'ai besoin de trésorerie, je viens m'adresser à une structure, par exemple Aries. Quelle est la stratégie ou comment vous faites pour accompagner ces structures à pouvoir faire des levées de fonds? Alors, Aries Investissement travaille effectivement avec des entrepreneurs, des PME et des grandes entreprises. S'agissant effectivement des entrepreneurs, la stratégie à mettre en place dépendra du projet que l'entrepreneur souhaite voir financer, de ses compétences, mais également de ses débouchés. Parce qu'aujourd'hui, sur la place de Brazzaville, par exemple, vous n'avez que des banques qui financent des projets et les ressources bancaires, on le sait, ne sont pas forcément appropriées pour les entrepreneurs. Donc nous trouvons avec eux des solutions idoines pour justement leur permettre de financer leurs projets. C'est ainsi, par exemple, que nous avons accompagné en 2015-2016 des entrepreneurs qui ont été primés par le concours organisé par la Fondation Perspective d'Avenir. Nous les avons aidés, notamment à structurer leurs projets de telle sorte qu'ils puissent bénéficier de la subvention qui était mise à leur disposition par la Fondation. Et justement, par rapport à ces accompagnements pour les PME, PMI, la question que je voudrais vous poser, c'est par rapport aux élèves étudiants
qui veulent entreprendre, mais qui n'ont pas nécessairement le capital pour lancer une activité. Généralement, avec une somme de 5 millions, 10 millions, on peut lancer une activité. Est-ce que Aries peut accompagner dans ce domaine? Nous pouvons effectivement les accompagner parce que nous avons nous-mêmes suivi le parcours de l'entrepreneur, mais c'est sûr qu'aujourd'hui nous n'avons pas encore les outils pour financer des entreprises qui démarrent. Il faut être honnête, nous n'avons pas encore des outils pour financer des entreprises qui démarrent. C'est un travail que nous sommes en train de faire pour que justement nous puissions accompagner à terme les entreprises dans cette phase dite d'amorçage. Alors, il faut savoir que le succès d'un projet entrepreneurial ne dépend pas uniquement des ressources financières qui seront mises à votre disposition. Le succès d'un projet entrepreneurial dépendra également des qualités intrinsèques de l'entrepreneur. Et donc, à ce titre, effectivement, en tant qu'entrepreneur, nous pouvons prodiguer des conseils à ceux qui aspirent à le devenir. Oui, c'est là où justement, en parlant des qualités intrinsèques, c'est là où je fais le lien justement avec mes 3 invités du panel, avec la Chambre de commerce, avec les cabinets conseils et puis bien sûr avec la structure d'investissement. La Chambre de commerce peut accompagner justement par rapport à la création, le cabinet par rapport à, on va dire, la véracité, l'exactitude, la bonne tenue des comptes, et puis également justement le cabinet pour pouvoir faciliter les investissements. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait que l'on puisse, on va dire, inverser plus ou moins un peu la tendance, pouvoir aider de plus en plus les jeunes qui ont beaucoup d'idées, mais malheureusement, quelquefois, c'est les moyens qui leur manquent de pouvoir lancer leur projet. C'est une question qui est ouverte à la salle, en tout cas à toutes les autorités présentes, mettre en place peut-être une structure qui pourra favoriser l'investissement des jeunes. Donc, je m'en vais laisser la parole au public pour qu'on ne monopolise pas trop la parole. J'espère qu'il y en a qui sont intéressés. Je vois beaucoup de mains levées. Je commence par le monsieur Dufond. Merci beaucoup aux organisateurs. Je suis monsieur Bimba Patrick, le PDG de la société EPAFPA. EPAFPA, c'est une société qui est dans le domaine de l'agriculture, que d'abord j'ai créée avec 30 000. Et aujourd'hui, la société est à un niveau international. Et au sein de notre entreprise, nous utilisons au moins 17 jeunes de façon directe et près de 300 de façon indirecte. Alors, M. Makosso, donc ma question va envers M. Makosso. Nous avons cherché à vous rencontrer à beaucoup de reprises, mais malheureusement, jusqu'aujourd'hui, nos demandes ne sont pas prises en considération par vous. L'objectif de notre entreprise, c'est de créer 25 000 emplois, donc 25 000 auto-emplois, en se basant sur la production de la papaye, parce que nous tenons à faire le Congo un pays producteur de la papaye. Et nous sommes allés travailler à l'étranger pour négocier le marché à l'étranger qui attend que le produit dans les jours à venir. Alors, Monsieur Makosso, nous aimerons avoir votre assistance. Et l'objectif de notre entreprise, c'est encourager l'entrepreneuriat agricole étant nous-mêmes modèles. Donc je profite de ce forum. Qu'est-ce que nous devons faire afin que vous puissiez nous accompagner? Parce que je dis toujours, nous sommes un modèle. Créer une entreprise avec 30 000 qui emploie 17 jeunes, près de 300 emplois directs, c'est vraiment de l'expérience que nous aimerons partager avec le monde estudiantin ici présent. Et nous avons même lancé un projet avec l'université qui sera mis en œuvre d'ici là, que nous appelons une famille, un emploi. Alors aujourd'hui, nous avons besoin de votre assistance. Qu'est-ce que nous devons faire? Merci. Alors, je suis surpris que vous ne puissiez pas me joindre, parce que pour ceux qui le savent, je suis disponible de 5 h du matin à 19 h tous les jours. Donc si vous n'arrivez pas à me joindre, c'est que vous ne me cherchez pas, ou alors vous cherchez au mauvais endroit. Et je me souviens vous avoir déjà vu au cabinet, vous connaissez donc le chemin, libre à vous d'y revenir. Alors, pour répondre à votre question, il faudrait déjà, pour qu'on puisse vous assister, connaître vos besoins, de ce que vous souhaitez faire, et ensuite nous pourrons effectivement réfléchir ensemble pour voir dans quelle mesure nous pourrions vous accompagner. Je ne vais pas ici vous faire un cours ou vous expliquer comment les choses peuvent se passer, mais je crois que vous savez où nous sommes, et donc à ce moment-là, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Je suis ici, et même après, vous pouvez me voir, et à ce moment-là, on pourra convenir d'un rendez-vous.
Je n'ai pas d'autres réponses à vous donner à ce stade. Juste devant, si on peut avoir le micro, s'il vous plaît. Merci. Je me nomme M. Eladj Djibril Aboubaka, le président du patronat congolais UNOC. Je remercie d'abord les organisateurs. Il y a eu le premier panel et le deuxième, je n'ai pas voulu intervenir et surtout qu'on a orienté le regard ailleurs. Nous, on attendait ici impatiemment. Ma première préoccupation va à l'endroit de mon frère, le président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire. Bon, ici, on avait bien voulu que la vérité, parce qu'en économie, on ne triche pas. L'économie, ce n'est pas la politique. On ne vient pas ici pour faire intéresser quelqu'un devant un ministre, devant un politique. Je voudrais savoir, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, vous savez bien que l'environnement économique de notre pays ne permet pas aussi aux investisseurs de s'intéresser parce que nous n'avons pas la base d'éléments de soutien, de financement des PME ou des grandes entreprises dans notre pays. Comment on peut parler des investissements dans un pays où il n'y a aucune politique de financement qui doit répondre aux intérêts, aux attentes du secteur privé? Le Congo n'a pas une banque d'investissement qui vend ses produits ici à des taux intéressants. Aujourd'hui, on parle d'agriculture parce que l'État congolais a mis les moyens. Mais je n'ai pas entendu ici soit une société ou une banque qui nous parle des produits mis à la disposition des promoteurs concernant ce secteur. Ça, c'est ma première préoccupation. Je viens chez M. Ngatié. Je comprends votre politique. Bon, il s'agit pour vous d'inciter un peu les investisseurs. Est-ce que vous, en tant que cabinet qui est en collaboration avec l'État, vous avez fait le point un peu de savoir les politiques institutionnelles de notre pays face à la politique économique? Est-ce que le Congo est en avance? Est-ce que le Congo a des mesures incitatives? Ou est-ce que le Congo reste dans le calendrier des politiques du socialisme? Tuer le secteur privé pour renflouer les caisses de l'État. La troisième préoccupation, c'est mon frère Makoso, qui se bat, c'est bien. Le financement. Oui, on est intéressé. Lorsqu'on entend le financement, on est intéressé. Mais malheureusement, ici, on ne parle pas d'une politique. Je constate que c'est comme si on venait faire la propagande des cabinets. Moi, je veux entendre ici ce qu'on propose pour la nation. Qu'est-ce que le petit commerçant, le grand commerçant, le grand industriel peut attendre de la politique d'investissement de notre pays? C'est ça qui m'intéresse. Le reste, de parler de vos cabinets, bon, je prends ça dans le cadre de votre campagne, c'est tout à fait normal. On vous a déplacé pour venir ici, il faut qu'on puisse vous connaître. Donc, nous avons un souci, mon cher frère, les problèmes des taux d'intérêt parce que nous n'avons pas de banques d'investissement. Est-ce que ça vous préoccupe? Le secteur privé congolais a des difficultés, même les étrangers sont venus ici nombreux parce qu'il y avait des milliards qu'on faisait sortir par les fenêtres. Et maintenant, les milliards là sont finis, ils sont partis.
Parce qu'il n'y a pas une banque qui remplace à les S'il vous soutenir plaît, encore. M. Djibril, est-ce S'il qu'on vous peut plaît. avoir la question, s'il vous plaît? Oui. Donc, la question de savoir quelle est votre politique avec ces institutions financières qui doit permettre aux opérateurs économiques de bénéficier de financements avec des taux d'intérêt intéressants, avec votre appui. Merci. Merci, Président Bopaka. Vous savez, nous ne pouvons pas attendre que toutes les conditions soient réunies pour chercher à investir dans un pays. Et dans tous les cas, quelle que soit la situation, il nous faut continuer à travailler. Même lorsque l'on dit que notre classement Doing Business n'est pas bon. Mais chaque fois que nous allons nous améliorer, les autres vont aussi s'améliorer. L'important, ce n'est pas vraiment le calendrier, ce n'est pas le rang que nous occupons, mais c'est les conditions que nous mettons en place pour que le secteur privé puisse se développer. Et puis, c'est pour ça que je voudrais remercier les organisateurs, parce qu'un pays, pour se développer, il faut que les enfants du pays prennent de temps en temps, s'arrêtent, discutent pour avancer. Et là, on a une occasion d'échanger pour pouvoir avancer. Vous savez que, aussi bien que moi, ça fait un moment que nous demandons le dialogue public-privé, mais nous ne l'avons toujours pas. Et là, on nous donne une occasion d'échanger avec les pouvoirs publics. Donc, c'est bon à prendre. Mais je voudrais vous dire que nous sommes conscients de la difficulté, mais ce n'est pas pour autant qu'on va baisser les bras. Il faut continuer à avancer. On a des marges de manœuvre, on essaie de les épuiser. Et chaque fois, je dis, nous sommes adeptes de la politique des petits pas. Si je vois de là où on part et là où on est arrivé, il faut quand même le reconnaître, il y a eu des avancées. C'est vrai qu'il y a encore énormément de choses à faire. Il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer. Et c'est le rôle que nous essayons de jouer à la Chambre de commerce de Pointe-Noire. Merci. Merci, Président Bopaka. Je pense que on ne s'est pas vu seulement ici, on s'est croisé, je pense, il n'y a pas très longtemps dans d'autres circonstances, et notamment avec le gouvernement et autres, sur ce que nous pouvons proposer pour que le pays avance avec notre petit savoir. Voilà. Vous avez dit, qu'est-ce que nous faisons pour aider le gouvernement à améliorer son environnement institutionnel, si je puisse le résumer ainsi. Pour vous, ça n'engage que vous. Pour vous, l'État ne ferait que continuer l'option socialiste qui consiste à piller le secteur privé et donc à tuer l'économie. Bon, ça, je ne peux pas donner la réponse. Je pense que les membres du gouvernement, le moment venu, vous la donneront. Mais je crois quand même savoir que depuis 1991, on a changé de cap. On est passé à une économie libérale et beaucoup de choses ont été faites pour qu'un environnement des affaires soit créé dans le pays. Même si on ne peut pas dire qu'on est au bout du tunnel. Et aucun pays au monde n'est au bout du tunnel. Quand vous voyez même aux États-Unis, quand on change un président, il y en a qui augmentent les impôts, d'autres qui baissent. Donc c'est un travail perpétuel et qui continue son chemin. Mais je pense que beaucoup de choses ont été faites. Je vous rappelle, pour améliorer le climat des affaires, vous avez la charte des investissements, vous avez en fait, le Code général des impôts qui est en cours de refonte. Vous avez plein de choses qui ont été faites pour encourager les Congolais à travailler. Le problème qui se pose, c'est qu'on ne peut pas faire une économie uniquement avec l'État. C'est-à-dire qu'il faut que tous les partenaires, c'est-à-dire toutes les parties prenantes à l'économie, il faut que chacun joue sa partition là où il est. Or, malheureusement, nous les Congolais, on a souvent pris le malin plaisir, non pas de faire l'économie, mais je veux dire de faire de la spéculation. Quand il y a des projets d'investissement de l'État, on veut se mettre comme opérateur économique, même si on n'a pas les capacités, on prend des projets qu'on ne peut pas réaliser. Mais ça participe à là où nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on a pu amasser comme ressources, on n'a pas toujours des hommes d'affaires congolais dignes de ce nom. S'ils le sont, ils se comptent des doigts de la main. Voilà. Et ça, ce n'est pas forcément la faute des gouvernants. Je pense qu'il y a d'autres pays
qui ont vécu la même chose que nous, mais qui ont sorti des entrepreneurs. Vous voyez au Sénégal, vous voyez en Côte d'Ivoire, vous voyez au Cameroun à côté, vous voyez même en RDC. Voyez. Nous, effectivement, en tant que cabinet conseil, je ne parle pas simplement d'Ernst & Young, je parle de tous les cabinets conseils, assistant le secteur privé et le secteur public pour que les procédures et les process s'améliorent. Je pense que vous faites allusion à la réunion qu'on a eue récemment. Ben, effectivement, cette réunion et le travail qu'on était en train de faire là-bas doit permettre au gouvernement de négocier son programme avec le Fonds monétaire, ainsi de suite. Donc, le travail se fait. Et quand vous voyez les mesures qui figurent dans le Code général des impôts, c'est un grand travail derrière, avec les syndicats patronaux. C'est vrai que nous, on travaille plus avec Unicongo, mais il y a tout un travail qui est fait pour influencer les décisions de manière à ce qu'elles soient favorables à l'investissement. C'est un grand travail de l'ombre. On n'a pas besoin de venir devant les caméras. Moi-même, j'hésitais de venir ici parce que je dis, mon travail que j'ai à faire, c'est d'accompagner les gens dans l'ombre. Je ne suis pas un politicien, voilà. Je dois accompagner, mais ce travail est fait. Et il y a de grands cabinets. L'avantage de notre pays, c'est que vous qui parlez uniquement vous dites, on n'attire pas les investisseurs, on est dans le socialisme. Non, nous ne sommes pas dans le socialisme. Vous voyez. En 91, on n'avait même pas il n'y avait que EY et Price qui étaient au Congo comme grand cabinet d'audit. Aujourd'hui, vous avez tous les grands cabinets qui sont installés et qui assistent les entreprises et le gouvernement à travailler dans les meilleures conditions et à respecter les standards internationaux. C'est vrai que tout ça est difficile parce qu'on a connu ce qu'on a connu, mais le travail se fait. Je veux dire, nous faisons le travail au quotidien pour que les positions se rapprochent. Et nous, on est très contents que la directrice des investissements, de l'Agence congolaise des investissements le dise. Il y a le conseil de concertation secteur privé-État qui est le comité de concertation secteur privé-État qui est mis en œuvre, qui est mis en place et qui devrait permettre de matérialiser en fait la discussion et demain donc de permettre à ce que les décisions qui soient prises au niveau de l'État tiennent plus compte de vos volontés, c'est-à-dire des volontés des hommes qui créent de la richesse dans ce pays. Voilà. Il n'y a pas en face les mauvais et de l'autre côté les bons. On œuvre tous ensemble pour qu'on arrive à bâtir le Congo qui est le nôtre, à savoir un pays où là, les affaires se développent, on attire les étrangers qui ont de l'argent pour nous accompagner dans notre développement, sans que cela se fasse dans des proportions où, comme vous le dites, on matraque les gens, on leur retire tout ce qu'ils ont. En ont. On vous a parlé de 700 milliards. 700 milliards de projets d'investissement, c'est beaucoup. Et là, c'est l'année la moins bonne. Mais très récemment, on était à des milliards, à des dizaines de milliards. C'est vrai que les gens parlent du pétrole, mais le pétrole, c'est de l'activité économique. Le pétrole, si vous n'avez pas un bon code des investissements, vous n'attirez personne. Vous pouvez avoir vos réserves, vous avez beaucoup de pays qui ont beaucoup de réserves, mais il n'y a personne qui investit là-bas. Donc, il y a un travail qui est fait. On a changé, il n'y a pas très longtemps, le code général des hydrocarbures. On est en train de changer le code forestier. Voilà. Nous regardons dans tous ces codes pour assister ceux qui veulent investir au Congo à profiter des meilleures occasions qu'offre l'environnement juridique et fiscal congolais pour investir. Il n'est pas le meilleur, mais il n'est pas non plus le plus noir, parce que je pense que beaucoup de gens nous imitent autour de nous ici. C'est parce que nous, le problème qu'on a, c'est qu'on ne vend pas assez notre pays, on ne se fait pas comprendre. Voilà. Et on a parlé de la campagne. On est tellement préoccupé par travailler pour l'État, travailler pour un projet, en fait, un investissement public, être opérateur avec sa coche pour l'État, qu'on ne suit pas la loi. Je veux dire, personne ne... Madame a parlé de beaucoup de choses qui existent. Mais personne ne suit ça. C'est vrai que l'État aussi est faible, il ne dit pas assez ce qui existe pour inciter les gens à respecter la loi. Mais beaucoup de choses existent. Beaucoup de choses existent, mais personne ne le sait. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Il y a toute une éducation, il y a tout un... qu'il faut inculquer aux gens pour que... Tant qu'on est des entrepreneurs sac à main, il n'y aura jamais d'économie au Congo, il n'y aura jamais de capitalisme. Ça sera toujours une économie de rente autour du pétrole. Il n'y aura jamais rien. Voilà. Mais ça, c'est la volonté de tout un chacun. Il faut qu'on se batte à mettre ça en place, à avancer. Voilà. Je ne veux pas monopoliser la parole. Monsieur Makosolo. Monsieur le Président, je vous remercie pour votre question. Mais vous savez, la bienséance nous commande, lorsqu'on nous demande notre identité, de la décliner.
Je m'excuse donc de m'être présenté. Plus sérieusement, vous avez parlé de mesures concrètes. Effectivement, nous travaillons depuis quelque temps sur un projet, mais je me refuse de le dévoiler ici parce que nous ne sommes pas encore prêts, destiné effectivement aux entrepreneurs, aux PME de la sous-région. Vous avez parlé de politique de financement. Il y a sur la place effectivement des établissements financiers, des banques, vous avez des établissements de microfinance, vous avez des banques, et enfin vous avez des institutions de financement du développement telles que la B2AC, la BAD, la Banque mondiale, etc. Tous ces établissements-là sont libres de fixer leur politique de financement. Mais il y a un point qu'on ne soulève jamais assez. C'est l'asymétrie, ce qu'on appelle dans le jargon l'asymétrie d'information. C'est-à-dire que vous êtes chef d'entreprise, vous allez donner des informations aux banquiers, mais il se peut que ces informations-là, et M. Ngatsé pourra confirmer, ne soient pas forcément réelles. À ce moment-là, comme le banquier n'a pas forcément la capacité de vérifier la véracité des informations que vous lui transmettez, cela se traduit nécessairement par un taux d'intérêt élevé. Bien entendu, dans la détermination du taux d'intérêt, il y a aussi effectivement le coût de l'argent, c'est-à-dire le taux d'intérêt qui est accordé par la Banque centrale. Je ne pointerai pas, pour ma part, parce que je travaille avec les banquiers, donc ce serait dommage que je me fâche avec eux. Je parlerai plutôt des entrepreneurs. Les entrepreneurs congolais ont leur part de responsabilité dans ce qui leur arrive aussi. C'est vrai qu'on peut commencer petit, mais pour mener à bien un projet d'entreprise, il faut déjà avoir une vision. Et ensuite, il faut effectivement s'entourer des bonnes personnes pour la conduire, mais également développer de bonnes pratiques. Beaucoup d'entrepreneurs pêchent par leur mauvaise gouvernance. Et par conséquent, les banques peuvent difficilement vous suivre. Il est courant d'entendre ici, par exemple, que lorsqu'il s'agit de faire une comptabilité, il y en a trois. Il y a une comptabilité pour les actionnaires, une comptabilité pour les banquiers et une comptabilité pour le chef d'entreprise. Donc forcément, sur cette base-là, un banquier pourra difficilement vous suivre. Et il y a quelque chose que j'ai constaté aussi. Vous savez, il n'y a jamais eu autant d'argent disponible en Afrique. De plus en plus de fonds d'investissement s'intéressent aux PME africaines. Tout le monde s'accorde à dire que l'Afrique est la dernière frontière. Ça veut donc dire que c'est ici où se trouvent les meilleures opportunités d'investissement. Mais je constate parallèlement que très peu d'entrepreneurs, lorsqu'on leur parle par exemple d'un fonds d'investissement qui souhaite rentrer au capital, acceptent de voir un étranger, un investisseur rentrer au capital. Alors à ce moment-là, effectivement, on limite les opportunités en termes de financement. Donc, pour résumer, nous travaillons sur un projet justement qui vise à accompagner de manière pérenne les entrepreneurs de la place, mais il faut également que les entrepreneurs de la place fassent leur autocritique et améliorent leurs faiblesses de telle sorte qu'ils puissent séduire les partenaires financiers que sont les banques, les fonds d'investissement et autres. Donc voici ma modeste contribution à ce débat. Merci. Oui, j'ai le monsieur. Nous pouvons avoir le micro devant, s'il vous plaît. Docteur Galessami Bombo, Chambre de commerce, Brazzaville, et président de la Confédération générale du patronat des PME, PMI, PMEA et PMEF. J'ai une inquiétude. La première inquiétude, c'est que je sors du Caire, il y a 2 jours, où les gens... S'il vous plaît, vous sortez de... Du Caire. D'accord. Où toutes les chambres réunies ont posé le problème de la ZLECA, c'est-à-dire le marché commun africain. Et je me suis rendu compte que depuis 2004, les Arabes, ceux du pays du Nord africain, sont plongés dans cette étude, mais ils sont très loin. Au mois de février dernier, je me suis rendu
à Addis Abeba, parce que je suis vice-président du bureau régional Afrique des chambres consulaires. On a posé le problème et tous les pays anglophones, depuis 2009, sont sur le marché commun africain. Que veut dire le marché commun africain? C'est-à-dire libre circulation, en cassure des visas. N'importe quel Africain nanti peut s'installer dans un pays pourvu qu'il apporte l'aide au développement de l'Afrique. Il faut peut-être aussi réfléchir sur le fait que chaque pays qui adhère des monnaies, on va enlever toutes ces monnaies-là. C'est une politique à court, à moyen et à long terme. Créer ce qu'on appelle le franc Africa, le franc Africa. Parce que le franc CFA perd sa valeur. Au Sénégal, moi je donne 10 000 francs pour faire la monnaie. Au lieu qu'on me donne le CFA de 10 000 francs, on me donne 6 000 francs ou 7 000 francs. Au Mali, c'est en même temps comme ça. Vous allez vous donner 10 000 francs, on vous remet 8 000 francs. Donc le franc CFA, à court, à moyen, à long terme, perd sa valeur. Alors, qu'est-ce que nous devenons avec le marché commun africain lorsqu'on sait qu'au Congo, nous ne produisons pas, nous n'exportons pas? À l'exemple par exemple, de Dangote, qui vient, ils seront nombreux comme ça, à passer par les chambres de commerce, et là je chatouille l'oreille sensible du président de la chambre de commerce de Pointe-Noire, ils vont venir nous envahir. C'est-à-dire que si vous vendez votre article à 10 000, lui il vient, c'est un éléphant économique, il vous casse tous les prix. Ils le vendent peut-être à 1 000 francs ou 2 000, prenons le cas de Dangote. Qu'est-ce que nous allons devenir devant cette situation? Nous ne produisons pas. Nous allons donc assister, malgré la création des emplois, à l'esclavagisme économique du Congolais. Il est grand temps de réfléchir sur la ZLECA. Les autres ont commencé depuis 2004. Et chez nous, ici, on n'en parle pas. Nous risquons de subir. Ça, c'est la première réflexion. La deuxième réflexion, vous allez parler du secteur privé. Notre secteur privé au Congo est squelettique, dénutri. Fonctionne-t-il ou pas? C'est à vous qui êtes là. Ils sont là tous là, des patrons que je connais à la Chambre de commerce depuis X temps. Pourquoi? Vous parlez du secteur privé où se trouve l'armature du secteur privé. Le secteur privé, la fondation, c'est le patronat. Tous ceux qui sont comme chefs d'entreprise. Les murs sont les PME. C'est l'exemple que nous avons tiré à un forum mondial qui s'est passé au Sénégal en 2000. Les fenêtres sont, pour l'aération, sont les microcrédits, les portes sont les banques. Les chaînages sont les chambres de commerce. Alors, la toiture, c'est le gouvernement, c'est l'État. Alors, quand l'État est en difficulté, c'est-à-dire la toiture sointe, quel serait, selon vous, l'état des murs de la maison? Réfléchissons. Donc, nous parlons de l'investissement, mais nous mettons la charrue avant les bœufs. Quand vous allez au Rwanda, il y a une maison à 7 étages qui est le siège du secteur privé. Mais notre secteur privé où? Notre secteur privé où? Il est éparpillé. J'ai besoin de voir le patron d'Ariès, mais je suis obligé de fouiller de gauche à droite. Alors que le siège est là, où se trouve le siège de la société civile. À propos de l'évolution fonctionnelle de ce secteur privé,
Prenons une date repère, le 17 septembre 1880, quand Pierre Savonneau de Brazza est venu à fouler le sol congolais. De 1880 jusqu'à présent, ça nous fait 139 ans. Et le secteur privé, le secteur public a pris son indépendance dans les années 60, c'est-à-dire ça fait 59 ans. Mais en suivi évaluation dans une gestion axée sur les résultats, la gare où se trouve l'évolution du secteur privé. Moi, je pense que pour Vox Eco, prochainement, il faudrait que nous puissions réfléchir sur ces problèmes si nous ne voulons pas être demain les esclaves des grands patrons qui viendront seulement embaucher les gens. Vous savez, quand un patron embauche, il a ses caprices. Hein. Il met son argent, il veut tirer les bénéfices. Moi, je suis moi-même patron de ma société. Il arrive deux fois. La personne qui ne me travaille pas, je le mets à la porte. Donc, c'était pour vous chatouiller l'oreille sensible de cette situation. Réfléchissons beaucoup sur la ZLEC, le marché commun qui pointe, parce que tous les chefs d'État ont déjà pointé, mis leur signature. Mais ici au Congo, on n'en parle pas. Merci beaucoup, docteur, pour la contribution. Donc, la question est ouverte. Nous sommes au mois de mars. Nous devons faire normalement honneur aux dames, mais je ne vois pas de main levée pour une dame. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Nous allons prendre une dernière question. S'il vous plaît, si vous pouvez circonscrire la question en 10 secondes, pas plus. Au milieu, le monsieur en basin bleu. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je voudrais juste parler à Ernest Young. Je regrette beaucoup parce que dans ses réponses, il a beaucoup plus fait l'apologie des choses qui sont bien faites actuellement dans le pays pour accuser les citoyens qui n'avancent pas d'une manière globale. En résumé, c'est ce qu'il a voulu dire. Mais moi, je pense que quand nous venons à un forum, ce n'est pas pour faire l'apologie ou bien pour critiquer. Nous voulons faire l'état des lieux. Si quelqu'un mesure 1m30, on lui dit que tu mesures 1m30, tu dis non, moi c'est 1m60, je pense que ce n'est pas normal. La situation du Congo, l'état des lieux a été fait, même le gouvernement lui-même reconnaît les faiblesses. Il les a mentionnées et tout le monde sait que le Congo a eu beaucoup de retard dans beaucoup de choses. Et qu'il a pris les engagements d'améliorer. Mais malheureusement, l'administration est dans une telle léthargie que malgré ce que les engagements qui sont pris dans la pratique, il n'y a pas vraiment moyen de redresser les choses. Donc, il ne faudrait pas qu'on dise ici, par exemple, non, le Congo a vraiment mis des fondements, il y a des routes. Quand même le gouvernement, le monde entier sait que dans le climat des affaires, l'un des éléments qui bloquent chez nous, ce sont les routes. Ça, on sait de quoi je veux parler. Donc, ça ne sert pas de faire les apologies. Parce que, s'il vous plaît, permettez que je termine. Oui, nous sommes pris par le temps. Donc, s'il vous plaît, faites vite. Oui, vous avez 10 secondes, vous êtes à 1 minute. Excusez-moi. Donc, on ne peut pas dire ça. Le Congo a eu 30 000 milliards de 2003 à 2016. C'est la Cour des comptes qui l'a dit dans son rapport. Quand vous regardez le niveau des investissements qui sont faits dans le pays, il faut reconnaître que les gens n'ont pas été gentils vis-à-vis de celui qui les a confié la mission. Voilà les difficultés du pays aujourd'hui. Il faut d'abord le reconnaître pour que, enfin, s'il vous plaît, pour qu'on puisse maintenant ici dire le forum a eu à contacter ça. Voici ce qu'il faut conseiller. Nous avons compris que de faire les éloges. Intervention, s'il vous plaît. Merci beaucoup. N'oubliez pas que l'objectif de ce forum, c'est de parler des investissements. Donc, personne ici n'est dans une démarche de faire l'apologie de la politique. Nous sommes en train de parler de comment faire en fait venir les investisseurs ou bien comment créer des investissements, aussi bien que ce soit des investisseurs étrangers comme des investisseurs nationaux. D'où on va dire l'accent que nous avons mis sur même la nécessité de pouvoir mieux accompagner les élèves et les étudiants à devenir des entrepreneurs. Donc, c'était juste une clarification qu'on voudrait faire. Je ne sais pas si M. Ngassé voulait ajouter un petit mot et puis...
juste rappeler que ici n'est pas une tribune politique de plus. Je pense qu'il y a des endroits réservés pour ça. Le thème d'aujourd'hui, c'était comment booster les investissements privés au Congo. Donc, le panel actuel, c'est le panel des gens qui facilitent les investisseurs à se développer au Congo. Donc, bien sûr qu'on reconnaît tous le diagnostic qu'il y a des choses à faire pour améliorer le climat des affaires. Et d'ailleurs, ceux qui sont passés l'ont dit, ça ne sert à rien d'épiloguer sur des choses que tout le monde connaît. Mais par contre, quels sont les moyens que nous disposons pour que, malgré ce climat difficile, on investisse malgré tout et on développe notre pays. Voilà. Je ne suis pas là à défendre qui que ce soit. Je pense que chacun est libre de se défendre lui-même. Mais par contre, je veux vous dire qu'il existe un écosystème de sociétés spécialisées qui peut vous assister à vous en sortir dans ce climat des affaires qui est à améliorer. Voilà. On peut toujours faire le tableau noir, ne pas avancer, mais ça nous amènera tous fous. Les enfants n'auront pas de travail, on n'aura rien dans les caisses de l'État parce que quand toutes les entreprises se seront retirées du Congo, il n'y aura plus rien. Voilà. Donc faisons un effort de faire le constat, mais malgré tout d'avancer parce que de toutes les façons, comparé à nos pays, aux pays voisins et autres, on n'est pas le plus mauvais pays. Il y a beaucoup d'étrangers qui atterrissent ici, ça veut dire qu'il y a des opportunités. Il n'y a que nous les Congolais qui ne voyons que le tableau noir. Je pense qu'il faut voir le verre à moitié plein pour avancer. Parce que si vous cantonnez sur ce qui ne va pas, vous ne ferez rien. Et de toutes les façons, le temps il va passer et le pays va toujours régresser. Il y a des choses à faire. Voilà. Dans tous les domaines, je veux dire, les routes que vous parlez, il n'y a pas de route. Peut-être qu'il n'y a pas de bonnes routes partout, mais vous pouvez quitter aujourd'hui de Brazzaville à Ouesso, ce qui n'existait pas il y a 3 ans, 4 ans. Voilà. Les routes ont certes des problèmes, mais il y a des choses à faire. Dans un pays, il y a toujours des choses à faire. Il faut saisir les choses du bon côté. Voilà. Donc c'est pour ça que j'allais dire, on n'est pas venu soutenir qui que ce soit, mais on veut juste vous dire que les cabinets qui sont ici, les structures comme la Chambre de commerce, ont des moyens pour vous accompagner dans votre processus d'investissement au Congo, pour développer vos affaires au Congo, et comme cela se passe de partout ailleurs. Voilà, merci. Merci beaucoup, M. Ngassé. En termes de conclusion, donc, nous vous dirons juste que pour un pays de 4,5 millions d'habitants, avec un revenu national brut par habitant de 3,300 dollars, le Congo reste l'un des pays les plus dynamiques de la zone CEMAC. Donc le tableau n'est pas complètement noir, au contraire, il y a un réel dynamisme et il faut croire à l'investissement. Et voilà, c'était le mot de la fin. Je vous remercie, les chers panélistes, et merci également au public. Grand merci à vous, le public a su vous applaudir. Nous rappelons que ce 3e panel était consacré à la problématique des ressources, des services pour accompagner les investissements et nous avons eu l'occasion de pouvoir suivre des entretiens avec le président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire qui a exposé sur son rôle qui consiste à préparer les prestataires à recevoir les investisseurs étrangers. Et il a parlé du parcours de l'entrepreneur, des règles élémentaires pour entreprendre. Nous avons également eu le responsable d'Ernst & Young qui est intervenu sur le fonctionnement de sa structure en tant que cabinet comptable, son travail d'accompagnement auprès des entreprises pour influencer les décisions. Enfin, Ariès Investissement est intervenu dans l'accompagnement des porteurs de projets pour les aider à lever les fonds sur le marché financier de la sous-région. Voilà ce rendez-vous qui visait à réunir les compétences utiles à l'avenir des investissements au Congo a donné lieu, grosso modo, à 3 panels. Le premier, donc, était consacré au rôle de l'État. À cet effet, nous avons eu la directrice générale de l'Agence pour la promotion des investissements. Nous avons eu également le chef d'antenne de l'Agence congolaise pour la création des entreprises et le directeur général du plan. Le deuxième panel était celui consacré aux investisseurs privés et le thème était « Investir au Congo, difficultés et perspectives ». Enfin, le tout dernier, celui des accompagnateurs, était consacré, je rappelle juste, des ressources, des services pour accompagner les investissements. Donc, nous voici pratiquement au terme. Monsieur le Président, directeur général de
du groupe Vox Media, mesdames et messieurs, on vous rend grades et qualités, distingués invités. Mesdames, messieurs, nous tendons vers la fin de ce forum Vox Eco, qui a été un grand rendez-vous, en tout cas un rendez-vous incontournable des acteurs économiques sur des thématiques qui engagent l'avenir du Congo. Ce rendez-vous qui a réuni les experts, des acteurs de l'économie réelle et des décideurs avait pour but d'analyser et d'échanger pour lancer des idées qui conduiront à des réformes et au changement. Nous osons croire qu'il est parvenu à dégager des pistes de solutions pouvant conduire à la galvanisation des investissements directs étrangers nécessaires pour relancer l'économie nationale en crise. Mais pour terminer, je m'en vais appeler le directeur général du groupe de presse Vox Media, M. Arsène Séverin, à bien vouloir prendre la parole pour son mot de remerciement. Mesdames, Messieurs, merci. Il est vraiment difficile de prendre la parole en guise de conclusion après toutes ces prestations, toutes ces déclarations de haut niveau. Mais je vais quand même m'apprêter à l'exercice. Nous sommes très heureux de vous avoir accueillis dans cette salle. Au départ, nous n'imaginions pas justement faire une telle organisation, mobiliser autant de matières grises autour d'une question d'intérêt national qui est les investissements. Nous avons tous compris à la fin que c'est une question qui tient à cœur et les entrepreneurs, donc tous les acteurs, ceux du secteur public, du secteur privé, de la société civile, donc tous ceux qui travaillent pour le développement de notre pays. C'est pourquoi, au nom du groupe Vox Media, au nom du président directeur général, M. Véron Mankou, au nom de tout le personnel, j'aimerais vous dire merci pour votre mobilisation et surtout pour votre participation autour de cette question de l'investissement. Notre rôle, nous, Vox Media, c'est de préparer, de canaliser les débats. Vous savez, sur toute notre plateforme, que ce soit notre site internet Vox Congo, notre magazine Vox Mag ou notre télévision Vox TV, nous avons toujours voulu promouvoir l'idée d'un débat constructif pour faire avancer le pays. Et aujourd'hui, vous tous, vous avez encore donné la preuve que nous pouvons faire ensemble en discutant, en échangeant et en proposant. Merci. Et je vais laisser la parole à la modératrice pour annoncer la suite de cette cérémonie. Merci beaucoup. La suite, comme vous pouvez l'imaginer, tout est bien qui finit bien. Nous allons donc convier tous les invités à bien vouloir se joindre au président du groupe Vox Media pour un cocktail qui nous attend juste à l'extérieur. Bonne dégustation.